Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Comme d'habitude, vous savez, on vous emmène des personnes avec des parcours atypiques pour vous parler des sujets importants, des sujets que parfois personne n'aborde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important parce que d'un point de vue culturel, c'est quelque chose qui façonne l'homme aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple assez rapidement. Je pense que vous avez tous regardé Dragon Ball Z, ou vous avez tous regardé Shinsekai, ou vous avez regardé peu importe encore, je ne sais pas quel dessin, pour ceux qui aiment les mangas, ou peut-être que vous avez regardé Rambo 2. Vous savez que tout ça, ça a un impact sur notre jeunesse et surtout sur les enfants. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, toutes les images qu'un enfant consomme vont le construire psychologiquement et ça va aussi construire sa personnalité. Et aujourd'hui, on va aborder tout ça en parlant de l'aspect culturel de l'Afrique. Quel est l'apport culturel aujourd'hui dans le cinéma pour nos enfants africains? Mais avant tout, je vais laisser à mon invité le soin de se présenter assez brièvement pour qu'on puisse commencer l'émission. D'accord. Donc bonjour à tous. Moi c'est Simon Armelba, producteur, réalisateur et avec une expérience de plus de 20 ans, je crois, dans le domaine. Plus de 20 ans dans le domaine. Je pense que vous l'avez compris, donc plus de 20 ans dans le domaine. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet avec une personne qui va pouvoir répondre à certaines questions qui nous sont en tout cas importantes. Donc avant tout, on va quand même essayer de retracer un petit peu ton parcours, Simon, parce que là, on est actuellement à Abidjan, donc on est en Côte d'Ivoire. Et quel a été ton parcours pour que tu en sois là où tu es aujourd'hui? Bon, c'est vrai que ça n'a pas été un parcours, on va dire, classique, hein. D'abord, après l'université, j'étais tenté de faire des études d'ingénieur informaticien et j'ai eu la passion du cinéma. Oui. Et donc, par rapport à cela, j'ai dû aller rapidement me faire une certaine formation d'abord et ensuite je suis parti on va dire, du métier de monteur infographiste. D'accord. Ensuite, j'ai appris aussi la caméra et après je suis arrivé à la réalisation et ensuite la production. Donc j'ai eu à côtoyer ce qui a fait un peu, on va dire, mon avantage, des grands noms du cinéma. Et là je pense à Roger Nyombala, paix à son âme, qui est décédé dernièrement, qui a été aussi un de mes mentors. Je pense aussi à Ndri Yaojan, paix aussi à son âme, qui était aussi un cinéaste émérite également. Et donc j'ai côtoyé ces grands noms du cinéma ivoirien qui m'ont permis d'avoir, on va dire, les bases solides des connaissances qu'il faut pour faire une bonne réalisation. Et puis ensuite, je suis allé travailler pour les Nations Unies. Et enfin, après, on va dire des années aux Nations Unies, au niveau d'ici, je suis allé dans le privé encore pour réaliser et produire des documentaires, des films, des magazines télé. Et là, je suis responsable d'une structure, d'une succursale à Abidjan, d'une structure de production audiovisuelle. Donc on couvre les grands événements des grandes institutions et puis on fait à la fois des montages de documentaires, d'événements, d'événementiels, on produit des séries télé, des magazines et tout ça. Très bien. Voilà en gros. Très bien. En tout cas, je pense que c'est un bon parcours, grand parcours et long parcours. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre chaque élément technique là-dedans. Est-ce que déjà, ça a été un choix pour toi d'être dans ce milieu-là où finalement, parce qu'on sait que parfois c'est un milieu où il y a des gens qui ont déjà des aptitudes dans ce domaine-là et puis finalement ça devient un choix par défaut parce que lorsqu'on est bon, il vaut mieux aller là où on est bon que là où on est même si on n'est pas bon. Oui, c'est vrai, mais il faut comprendre une chose, c'est que pour rentrer dans le monde de l'audiovisuel ou du cinéma, il faut être avant tout un passionné. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et beaucoup de patience. Surtout dans le monde de l'audiovisuel. Et donc, s'aventurer là-bas juste pour gagner de l'argent, je veux dire, c'est se faire beaucoup d'idées.
et on sera très vite ramené à la réalité. D'accord. Voilà. Ok, donc on comprend bien que d'abord c'est une passion, et puis finalement on en fait un métier parce qu'on a envie de professionnaliser la chose, et puis on a envie de construire une vie derrière, donc on ne peut pas seulement prendre la passion pour la passion. Très bien, tu as cité quelques noms, tu as cité des activités. La première question que je te poserai serait peut-être une question de manière globale. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le cinéma, ou du moins dans le monde de l'audiovisuel, l'Afrique est bien intégrée? Et quand je dis l'Afrique, je ne parle pas des humains, je ne parle pas des Africains qui y travaillent, mais le côté africain. Parce que moi, j'ai le sentiment, il y a une très grosse forme d'occidentalisation, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les publicités, mais je ne sais pas quel est ton avis, toi, par rapport à ça. Est-ce que l'Afrique est réellement représentée? Bon, c'est vrai qu'on a été beaucoup influencé par tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe actuellement dans le monde occidental, et puis on va dire la plupart de ceux qui sont les cinéastes, les précurseurs en tant que tels ici en Afrique ont été formés en Europe. Hein. Oui. Ça, c'est clair qu'on a cette influence-là. Mais il faut dire une chose, c'est que on gagnerait plus à regarder franchement dans nos cultures, parce qu'on a tout là-bas. On a tout. Quand je dis bien tout, je pèse bien mes mots. Le problème qu'on a souvent ici en Afrique, c'est que les gens ont tendance à penser que tout ce qui est bien, ou tout ce qui est beau, ou tout ce qui aura du succès vient de l'Occident. Et après, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Je donne un exemple banal. Vous prenez au niveau de la chanson, c'est quand les Nigériens ont commencé à faire de l'afrobeat en tant que tel, qu'ils ont eu le succès qu'on a actuellement. Ouais. Mais quand ils avaient essayé de faire comme les Américains du rap et tout, etc., dans le style américain, c'est quelque chose qui existait déjà et tout, etc., ils ne pouvaient pas concurrencer en tant que tel les Américains dans ce domaine, Ouais. puisque qui peut être plus roi que le roi lui-même. Voilà. Et donc, quand ils ont commencé à intégrer le côté culturel africain dans ce qu'ils faisaient, ils ont eu le succès, et actuellement ça se voit. Donc, on gagnerait plus à intégrer notre culture africaine parce qu'elle est très riche et on peut puiser énormément dedans. Et ensuite, c'est qu'il faut bien avoir son identité quelque part. On ne peut pas emprunter l'identité d'autrui et faire de cela son identité. Ça ne va pas marcher. Donc, on se doit de valoriser notre propre identité. Ouais. Si on est arrivé sur cette terre avec cette identité-là, il y a bien une raison. Donc je ne vois pas pourquoi on va la tronquer contre une autre identité. Il faut l'assumer. Donc il faut assumer notre culture et il faut mettre cette culture-là dans ce qu'on fait, surtout dans le monde de l'audiovisuel. Et la culture africaine n'est pas la culture occidentale. Elle est complètement différente. Ce n'est pas les mêmes paradigmes qu'on utilise et tout, etc. Et donc, par conséquent, c'est difficile de pouvoir faire on va dire, superposer une culture à une autre. Parce que ça va donner quelque chose qui ne soit pas agréable à voir souvent. Donc, il faut savoir utiliser sa culture, mais tout en donnant le modernisme qu'il faut, Ouais. qui est lié à cette culture-là. Et pour cela, ça donnera cette originalité qu'on cherche tous. On veut être original, c'est pas pour rien qu'on veut être original. Donc dans ces cas, on puise dans sa culture et on essaie de montrer cela. Et ça permettra à nos comment on appelle ça, à nos enfants, à nos jeunes et tout ça, etc., de connaître. Oui, mais du coup, moi j'ai une question en parlant de ça, il faut puiser, ça veut dire que d'abord il y a une responsabilité de ceux-là qui transmettent. Ceux qui transmettent doivent au préalable apprendre, puisque pour ne pas transmettre de la bêtise, il faut apprendre et s'assurer de bien apprendre, parce qu'il y en a quand même des gens qui pensent apprendre mais qui n'apprennent pas réellement ce qui est vrai, hein. On ne va pas faire le sujet là-dessus, mais lorsqu'on parle de que ce soit l'origine négro-africaine, d'une grande partie de l'Égypte, bon, le sujet aujourd'hui n'est pas là. Et
Moi, j'ai une question qui est fondamentale finalement. Quelle est la responsabilité aujourd'hui des maisons de production? Parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur l'éducation des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a trois formes d'éducation. Il y a d'abord l'éducation principale du père ou de la mère à son enfant. Ensuite, il y a l'éducation qui va être de l'école, ce qui est la responsabilité de l'État. Ensuite, il y a l'éducation de tout ce qu'il y a tout autour. Donc, il y a la télévision qui va impacter et puis finalement, voilà, la rue, on va dire de manière générale. Et la télévision, aujourd'hui, on sait qu'un enfant sera impacté par la chose où il passe le plus de temps. Et aujourd'hui, on sait que lorsqu'un enfant est à l'école, il est à l'école. Quand il rentre de l'école, très souvent, c'est la télévision. Ou encore pire, aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Et aujourd'hui, quelle est donc cette responsabilité? Est-ce que vous, quand je dis vous en tant que maison de production de manière générale, vous vous rendez compte de cette responsabilité-là? Ou finalement, il y a des gens aujourd'hui, non, c'est du business et puis responsabilité ou pas, on s'en fout un peu? Bon, c'est vrai que la tendance actuellement, c'est des maisons de production qui ont tendance à faire du business. Véritablement, c'est bien regrettable que ça soit uniquement que du business. C'est vrai qu'une entreprise se doit de gagner de l'argent. Ça va de soi. Mais quand l'entreprise de production décide de produire des éléments, il ne s'agit pas de produire pour gagner uniquement de l'argent, mais il suffit de produire, gagner de l'argent, mais aussi éduquer quelque part la cible. Parce qu'on a on va dire cet impact qui est très important sur l'enfant. L'enfant passe, on va dire, beaucoup de temps à regarder la télé. Et quand on regarde ce qui se passe à la télé, on va dire quasiment, moi je peux donner à peu près peut-être 1% on va dire des productions africaines et ivoiriennes en particulier qui met en avant la culture, la tradition, l'éducation, la création, la science au niveau des enfants. On est plutôt basé sur tout ce qui est danse, on va dire amusement, surtout aussi sexualité et tout ça. Et ce qui fait qu'on a des enfants qu'on va produire, qui vont devenir plus tard des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en réalité. Parce que tout simplement, on a produit que dalle à ce niveau pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des enfants qui soient bien dans les têtes au niveau de la culture. Et c'est bien dommage. Les maisons de production ont cette responsabilité de le faire parce que l'impact qu'ils ont dans la population est extrêmement important. Okay. Donc, il faut faire attention. Ok, donc, et ça c'est problématique parce que finalement, on se rend compte, si c'est 1%, c'est une estimation, on comprend bien, et ça veut dire que c'est très grave parce que les 99 autres pourcents, d'abord c'est beaucoup de choses des occidentaux et souvent c'est la bêtise. Hein. C'est-à-dire que même lorsqu'on va prendre des choses des occidentaux, ça c'est le constat que moi j'ai fait, j'avais regardé récemment, c'est pas pour titiller les gens, mais quand j'ai regardé l'ensemble des émissions, parfois qu'on copie des occidentaux, alors parfois c'est le Bachelor, parfois c'est 4, je sais pas, 5 mariages pour tous, je me dis ah d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'émissions aussi qui se passent là-bas où on montre des productions où les gens, par exemple de business, il y a une émission que j'aime bien regarder où en fait finalement une personne vient présenter un produit et essaie de vendre son produit, derrière il y a des acheteurs. Ce genre de choses on ne copie pas. Mais quand c'est des amourettes, quand c'est le Bachelor, tout le monde rêve d'un mari, je ne sais pas comment, on va nous importer toutes ces conneries. Quand c'est les mariages pour tous, je ne sais pas quoi, et finalement ça j'aimerais bien comprendre parce que finalement si on prend des choses de l'Occident, pourquoi est-ce que on ne fait que prendre. Alors j'imagine, hein, Bachelor, tout ça, ça attire les jeunes, donc ça va créer des vues. Mais pourquoi on ne prend pas le reste aussi de ce qui est positif? Et quel est, surtout, ma question principale, quel est le rôle de l'État, puisqu'il y a un ministère normalement, je pense de l'audiovisuel ou je ne sais pas comment exactement ça s'appelle en Côte d'Ivoire, qui est quand même censé vérifier tout ça, qui est quand même censé donner des durées de type de contenu. Quel est son rôle finalement dans tout ça? Bon, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Et tout. En principe, le rôle des ministères qui sont concernés par l'audiovisuel, c'est-à-dire le ministère de la Culture et le ministère de la Communication,
on va dire que le rôle qu'il devrait avoir, c'est un regard très important sur ce qui est produit et diffusé dans les chaînes de télé et tout ça, parce que ça participe à l'éducation de la jeunesse. Et donc, c'est vrai que moi, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis, il devait plus s'impliquer à ce que les gens produisent, certes, des contenus qui on va dire, qui intéressent les jeunes et tout ça, etc., mais aussi qui orientent les jeunes dans ce qui est positif, dans ce qui est, on va dire, créatrice de, c'est pas moi, ou créateur de richesse en tant que tel. Ouais. Apprendre les jeunes à faire un business, apprendre un jeune à utiliser ses propres richesses culturelles ou biens ou matériels pour pouvoir faire de cela quelque chose d'important, pour pouvoir avancer dans sa vie. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas arrivé à ce stade-là jusqu'à présent. Ce qui allait éviter beaucoup de choses au niveau de la jeunesse, parce que ce qu'on constate souvent actuellement, c'est que nos jeunesses n'ont plus de repères en tant que telles. Et ça donne à beaucoup de bêtises. Et ces bêtises-là sont liées souvent au programme même qu'on diffuse au niveau des chaînes de télé. Moi, j'ai été surpris un matin de constater que mon fils, qui est assez jeune, Ouais. qui est, on va dire, qui est un enfant, se retrouve avec une émission qui, pour moi, à mon avis, n'est pas censée passer à cette heure-là de la journée. Donc, on est obligé de veiller au grain, nous les parents, au niveau des programmes, Ouais. parce que tout simplement, il y a des tranches, on va dire, horaires où on sait pertinemment qu'il y aura des enfants à la télévision. C'est clair qu'on ne devait pas passer certains programmes à ces heures-là. Et c'est dommage, on se retrouve à voir ces programmes. C'est juste pour dire que le ministère qui est en charge de veiller à ce que ces productions-là soient des productions de qualité et de bonne moralité, doivent regarder encore plus, doivent contrôler encore plus pour qu'on puisse tous faire en sorte que nos enfants ne soient pas en train de regarder n'importe quoi à la télé. Donc ils ont une grosse part de responsabilité à ce niveau et ils doivent le faire. Oui, d'accord. Et en parlant justement de la gestion d'une entreprise de production, admettons qu'une personne soit de la diaspora, parce que beaucoup de gens qui nous suivent sont aussi de la diaspora et beaucoup sont dans ce domaine et qui parfois ont de grandes volontés dans ces choses-là, mais c'est pas toujours très simple finalement de créer ce genre de structure parfois là où ils se trouvent et qui se disent mais j'aimerais bien mettre en place une chose pareille ou du moins m'associer avec des personnes qui sont sur le territoire mais qui ont un peu la même vision parce que bon, ça c'est la chose la plus fondamentale. Comment est-ce que ça se passe une gestion finalement d'une entreprise de production d'un point de vue administratif déjà? Est-ce que c'est assez complexe? Et puis sur la gestion, bon, la ressource humaine, voilà, c'est la chose la plus complexe, on dit souvent de gérer. Comment est-ce que ça se passe par exemple si une personne de la diaspora qui soit dans le domaine et qui veut bien s'installer par exemple à Abidjan pour créer sa structure? Bon, il faut comprendre que la première des choses à faire quand on arrive dans un territoire en Afrique, et pour essayer de créer une structure et tout ça, c'est d'abord se déplacer, aller sur les lieux et mener sa petite enquête. Voilà, c'est-à-dire voir au niveau de ceux qui font cette activité-là, poser des questions, savoir comment ça se passe, savoir au niveau de la réglementation comment ça se passe, savoir ce qui est fait sur place et tout ça, etc. Et puis commencer à appréhender tout cela et puis tisser de bons contacts qui vont essayer de faciliter un peu cette installation-là. Et pour cela, il faut contacter ceux qui ont souvent cette expérience dans le domaine en question, qui sont déjà installés et qui sont déjà là. Mais c'est vrai que c'est comme si vous venez faire de la concurrence. Ouais. Ça va de soi. Donc c'est pas évident que la personne qui a une maison de production vous conseille
vivement de venir vous installer et puis être, on va dire, être aussi un concurrent. Mais je veux dire qu'au niveau de l'audiovisuel ici, il faut savoir qu'il y a des domaines. Il faut rapidement connaître quel est le domaine dans lequel je peux m'insérer et puis avoir mon marché en question. Dans cette production audiovisuelle, vous avez ceux qui font de la publicité uniquement, qui font des maisons de publicité. Il y a ceux qui font uniquement des magazines télé, ça veut dire la production. Il y a d'autres qui font le documentaire. Il y a d'autres qui font du cinéma, c'est-à-dire qui font à la fois des films de cinéma ou des films de télé, au niveau des séries télé, tout ça africain et tout. Donc il y a plusieurs branches dans l'audiovisuel dans lesquelles chacun peut avoir sa spécialité et puis avoir son créneau de diffusion. Ouais. C'est clair que on ne peut pas vivre uniquement au niveau de la production audiovisuelle des clients. Parce que c'est souvent, ça vient, comme on dit. C'est-à-dire il y a des périodes où on a des marchés et il y a des périodes où on n'a pas de marché et tout, etc. en fonction des demandes et tout. Donc c'est clair qu'il faut toujours arriver à un moment donné et chercher à faire de la production. Parce que la production, c'est un produit que vous mettez en place. Une fois que c'est bien fait, vous pouvez vendre ce produit et puis avoir retour sur investissement. Et au niveau de l'audiovisuel en Afrique, on a beaucoup de demandes à ce niveau pour combler les programmes et tout, des télés et tout. Donc la demande en matière de production, elle est forte. Donc on peut toujours produire et puis vendre ces produits à travers le système audiovisuel qui est mis en place dans nos pays. Mais c'est clair qu'il faut faire quelque chose de qualité. Très bien. Et quelque chose on va dire, qui se démarque de tout ce que les autres font habituellement. Voilà. Très bien. Donc vous avez compris aujourd'hui, si vous avez un projet, que ce soit en tout cas lié à l'audiovisuel, pourquoi je parle surtout de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, parce que on regarde beaucoup les chaînes ivoiriennes, on regarde beaucoup des émissions, en tout cas sur la Côte d'Ivoire, parce que très honnêtement, quand j'observe un petit peu la télé dans beaucoup de pays d'Afrique, en tout cas la télé en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a vraiment cette part de développement, on voit vraiment qu'il y a du sérieux, il y a un travail sérieux, enfin c'est pas pour mal parler des autres pays, mais en tout cas c'est le constat que moi j'ai fait. Mais on va parler un petit peu du cinéma. Moi j'ai fait, enfin quand j'étais petit, je regardais du cinéma nigérian, ghanéen. Alors nous on appelait ça du karachika, enfin je ne sais pas en Côte d'Ivoire comment, enfin peut-être qu'il y avait un autre terme. C'est-à-dire qu'on mettait parfois un roi. Parfois on mettait des bêtises, souvent c'était relié à des choses de sorcellerie, mais bon, c'est pas très grave. Il y avait déjà au moins un apport culturel. On voyait au moins dans ce cinéma-là quelque chose de culturel. Bizarrement, et moi j'étais très fan de ce genre de film, et bon, je ne connais pas les titres malheureusement, mais bizarrement, plus le temps passait, plus le cinéma nigérian ou ghanéen devenait de la pornographie. Alors moi je le dis comme ça parce que très clairement, au départ on avait des films plutôt simples, on nous montrait des royautés, et après ça devient vraiment, ça veut dire qu'ils ont même dépassé limite les Américains dans leur, comment dire, banalisation de la sexualité à la télévision. C'est maintenant des films avec des armes à feu où on veut tuer tout le monde parce qu'il faut imiter les Américains. Ouais. Et moi j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si toi tu as une explication par rapport à ça, est-ce qu'ils se sont dit on va adapter ça à la population parce que c'est ce que la population aime le plus, ou est-ce que finalement c'est que de la pure connerie, et puis, enfin, je ne sais pas, quel est ton avis par rapport à ça? Ben, écoute, moi je pense que, à mon avis, c'est vrai qu'on ne va pas trop tirer sur nos amis et collègues qui font du cinéma et qui essaient de produire des films et tout. Il y a plusieurs genres et tout, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on produit pour qui? Si on produit pour l'Afrique, ou bien on produit pour l'Occident, ou on produit pour le monde entier, ça dépend quelle est la cible. Le plus important, c'est que l'Afrique est dans un stade où elle a besoin de certain nombre d'éléments pour pouvoir avancer très vite et puis essayer de s'imposer vis-à-vis des autres. Et donc, par conséquent, le cinéma qu'on fait doit ressembler plus à cette quête-là.
Et ce qu'on constate, c'est que les gens ont tendance à penser que c'est le sexe qui paye, c'est l'agression qui paye, c'est la guerre qui paye et tout ça, etc. Mais écoutez, quand vous proposez ça à un peuple uniquement, mais vous faites de ce peuple-là des gens qui seront très agressifs, très, je sais pas moi, au niveau des rapports sexuels et avec le sexe, ça serait, ils vont banaliser, ça sera complètement, on fait n'importe quoi et tout, etc. Donc vous êtes responsable aussi de cela. Par conséquent, si vous voulez avoir un peuple qui sera très mature, très responsable, très regardant sur les choses qui soient bien faites et tout, etc., mais vous lui proposez un cinéma qui va amener ce peuple-là à être comme ça, à être un bon peuple, à être un peuple responsable, un peuple qui construit, qui est responsable dans ses actes, dans ses choix et tout ça. Donc vous faites le cinéma pour ça. Arrivé à un moment donné, si les États-Unis ont commencé à faire un cinéma où on voit avec beaucoup de gens qui se tuent dessus et tout ça, etc., c'est parce qu'arrivé à un moment donné, ils étaient arrivés à avoir une société qui ressemblait à cela. Ouais. Et tout. Et pourquoi la société ressemblait à ça? Parce que dès le départ, il y a certains cinéastes qui se sont amusés à pouvoir faire du cinéma où on se tire dessus à tout bout de champ et tout ça, etc. Même si on va dire, montrer une certaine réalité quotidienne, société, mais cette réalité doit toujours être montrée d'une manière telle que celui qui va regarder cette réalité prendra conscience que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ouais. Voilà, c'est cela en fait. D'accord. Je vais parler de la diaspora, parce que j'ai cité un petit peu aujourd'hui beaucoup de séries qui sont regardées, beaucoup de choses. La diaspora africaine, en tout cas, regarde beaucoup ce qui se passe en Afrique. Malheureusement, enfin, je sais qu'il y a une partie des gens qui ont envie de découvrir l'africanité. Je rencontre beaucoup de personnes dans la diaspora qui sont en recherche de leur africanité. Ouais. Ils se disent, bah, tiens, je vais aller regarder. Parce que tout le monde n'a pas toujours les moyens d'effectuer un voyage. Et donc, quand on ne peut pas faire un voyage physiquement, bah, on essaie déjà de faire un voyage culturellement, en passant par des livres. Bon, on sait qu'aujourd'hui, avec le monde d'Internet et les vidéos, les gens préfèrent une vidéo rapide où on a résumé un livre en 1 heure. Mais finalement, quand on cherche beaucoup le contenu de ce qui est africain, bon, ce sont les séries aujourd'hui dont on a parlé. Est-ce que vous, ici, localement, vous vous rendez compte de l'impact que vous avez sur la diaspora aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rend compte que la diaspora s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait ici en matière d'audiovisuel, de films, tout ça, etc. Parce que ça permet d'avoir un petit pied en Afrique et tout. Il y a une prise de conscience à ce niveau. Moi, je me rappelle qu'au départ, dans les années 2005, où j'ai produit le film Les Aventures du sergent Digbeu, il y avait déjà un marché qui était prometteur au niveau de la diaspora, au niveau de, on va dire, consommer ces genres de produits-là, c'est-à-dire des films africains, des séries africaines. Aujourd'hui, je me réjouis qu'il y a un boom de films à ce niveau en matière de séries africaines. Maintenant, c'est vrai que ces séries-là, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le côté créativité, c'est vrai qu'on déborde de beaucoup de créativité, mais aussi il faut penser à faire des films qui permettront à ceux qui n'ont pas eu la chance de côtoyer de près leur culture, les traditions et tout ça, pouvoir les découvrir à travers ces films-là. Mais les découvrir, mais de la bonne manière qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de connaissances, on va dire, approximation, à fleur de peau, c'est-à-dire on n'est pas allé au fond de cela. Il y a beaucoup on va dire, de conclusions qui n'ont pas été poussées dans la recherche au niveau des informations. Il faut aller chercher ces informations, il faut aller prendre les informations à la source même et tout. Il faut faire ces recherches, il faut avoir confiance à nos scientifiques qui ont fait des recherches poussées là-dessus et qui démontrent par A et par B qu'effectivement ça c'est vrai, que ça c'est faux. Et c'est à partir de ces
de ces informations-là sûres que vous construisez votre film, votre scénario pour pouvoir donner quelques éléments à cette diaspora en question. Mais il ne faut pas rester à la surface et puis s'imprégner de tout ce qui se dit à gauche, à droite, sur Internet et tout ça, etc. Et puis faire de ça quelque chose qui n'est pas vrai en réalité et qui donne l'impression d'être vrai. D'accord. J'ai parlé de la diaspora, pourquoi? Parce que j'observe et donc je vois qu'il y a cette envie des gens de la diaspora de consommer du produit africain. Il y a cette envie aussi pour tous ceux qui sont nostalgiques, puisque beaucoup de la diaspora viennent d'Afrique, donc ils ont envie parfois de regarder ces mêmes types de contenus qu'ils avaient déjà l'habitude de regarder. Pourquoi je dis ça? Alors, je suis content d'une part d'une chose, même si le contenu proposé n'est pas toujours ce qui me plaît, je suis déjà content du fait que aujourd'hui des gens peuvent consommer africain. Parce que je vais prendre un exemple encore une fois de plus. Pour les gens qui ont vécu en Afrique, vous savez, on a pris tout un ramassis de films américains. Tout le monde a regardé Rambo, tout le monde a regardé Chuck Norris, Delta Force, voilà, pour les gens qui connaissent. Tout le monde a regardé Jean-Claude Van Damme, Double Impact, Bruce Lee. Vous avez regardé Jackie Chan, j'imagine. Vous avez regardé Terminator, Jet Li, voilà. Et ça, c'est sur le cinéma réel. Et lorsqu'on rentre dans le dessin animé, vous avez regardé Tom et Jerry, vous avez regardé, j'ai parlé de Dragon Ball Z, aujourd'hui les jeunes ont beaucoup regardé Naruto, on a même regardé XOR, pour vous dire. Et à un moment donné, je me suis dit, on consomme de tout. Puisque finalement, même les Indiens, on nous a fait Disco Danseur à l'époque. Après Disco Danseur, il y a eu toutes les séries que vous connaissez, Shri, je sais pas, enfin, voilà, vous connaissez les noms. Les Espagnols sont venus, que ce soit les Rubis, les Brésiliens, tout le monde nous emmenait quelque chose. Oui, tout à fait. Et moi, je me rappelle même à cette époque, nous, quand on était beaucoup plus jeunes, quand on regardait les séries des Indiens et des Indiennes, on voulait tous des femmes indiennes. C'est-à-dire, moi en tout cas, là j'explique vraiment une réalité qui est la mienne. Peut-être que vous avez on se dit, ah, une femme indienne c'est super belle, moi il me faut une femme indienne. Et ça montre bien comment on devient petit à petit aliéné dans le type de contenu qu'on regarde. C'est-à-dire que je n'ai pas un problème du fait qu'on regarde du contenu extérieur, mais il y avait une absence du contenu de chez nous. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que finalement, lorsqu'on est en train de faire ça, ou on est encore en train de copier ce qui vient de l'Occident, est-ce que ça va permettre de régler quelques problèmes de la société qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui ont un fantasme de l'Occident, il y a des gens qui aujourd'hui ne jurent que sur l'Occident, parce que quand ils voient à la télé une fraise, je prends un exemple, une publicité de fraise, je sais pas moi, dans de la crème fraîche, il y en a qui imaginent que c'est incroyable, ils pourraient même laisser la checker pour aller manger ça, alors que finalement il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Aujourd'hui, est-ce que vous, les maisons de production, même si parfois il y a des choses qui ne sont pas directement reliées à la culture africaine, vous vous dites quand même que, est-ce qu'il y a cette volonté de se dire, il faut quand même qu'on essaie d'introduire l'Afrique d'une manière à pouvoir impacter les autres aussi, qu'ils comprennent, qu'ils acceptent la réalité africaine au final, parce que eux c'est ce qu'ils ont fait, ils ont voulu vendre partout dans le monde. Est-ce que vous aujourd'hui en tant que maison de production, vous voulez vendre aussi aux autres, mais pas ceux qui leur ressemblent déjà, parce que ça ils n'achèteront pas, mais ce que regorge l'Afrique, enfin en tout cas une partie de l'Afrique. Est-ce qu'il y a cette volonté? Oui, je pense qu'il y a cette volonté. J'ai vu beaucoup de maisons de production, y compris la nôtre, qui arrivent à produire des documentaires qui permettent de voir un peu les atouts de l'Afrique, de montrer les bonnes choses de l'Afrique, de montrer les opportunités en Afrique. Il y a eu des maisons de production qui l'ont fait beaucoup et qui continuent à le faire, et tout ça, etc. Et souvent, les maisons de production sont souvent confrontées au fait qu'on ne trouve pas beaucoup de mécènes, de producteurs, de mécènes qui s'intéressent beaucoup plus à ce genre de production que des mécènes qui s'intéressent plus à des productions qui mettent en évidence tout ce qui est, on va dire, banal, voilà, tout ce qui est la distraction qui n'a pas de sens, qui n'apporte rien en fait réellement. Et donc c'est ça. Si au niveau de la diaspora, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la production et qui veulent voir les bonnes choses de l'Afrique et qui veulent voir et découvrir et tout ça, etc.
il y a cette possibilité d'aider les maisons de production, de lancer des productions, de eux-mêmes de devenir des producteurs, de financer une production concernant ces genres d'éléments-là. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de contenu de ce genre. Et il faut encourager ces personnes-là. Il faut encourager ces personnes-là parce que c'est ça qui manque. Donc, comme je disais, hein, c'est vrai que c'est important que les personnes de la diaspora, ceux qui sont là-bas, s'ils veulent des contenus, ils peuvent aider, ils peuvent produire, ils peuvent financer des productions qui leur permettent de voir un peu plus ce qu'ils veulent voir au niveau de l'Afrique. Et c'est important que ces personnes-là puissent s'y intéresser et puis devenir des mécènes en matière de production audiovisuelle en Afrique. Du coup, j'ai une question justement par rapport à ça. Si aujourd'hui, toi, tu as un grand projet, alors quelqu'un a écrit un bon scénario sur une histoire africaine, on va parler par exemple du royaume de Ghana, hein, voilà, ce qui, comme ça concerne aussi une bonne partie de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un aujourd'hui a écrit tout ce qu'il faut là-dessus, un projet comme ça, s'il y a besoin de financement, quel est le processus? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que finalement, faut faire un appel? Les gens, comment ils font? Enfin, quel va être le processus directement? Bon, c'est vrai qu'ici, il y a déjà un minimum, on va dire, qui est installé. On va dire, au niveau du ministère de la Culture, en principe, il y a un fonds d'aide à la production qui existe. Bon, maintenant, il existe pour en bénéficier. Là, c'est toute autre chose. Ouais. Voilà. C'est vrai que, à ma connaissance, c'est assez compliqué de bénéficier de ces financements-là. La plupart des producteurs qui essaient de mettre en place un projet de la sorte, souvent et très souvent, cherchent eux-mêmes à financer, soit par leurs propres moyens, soit par des amis qui les aident à produire, soit éventuellement ils essaient de trouver, on va dire, une structure privée qui rentre en coproduction avec la personne en question. Mais le souci, c'est que souvent le scénario est un peu adapté aux besoins du coproducteur et tout ça, etc. Et donc quelquefois, ce n'est plus trop le même scénario, mais la finalité, c'est pouvoir produire quelque chose qui garde un peu, on va dire, la substance initiale. Voilà. Donc voilà un peu le contexte ici. Ce qui manque et ce qui nous fait défaut souvent en Afrique en matière de production, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mécènes à ce niveau-là. Et c'est bien dommage parce que ce qui fait la différence avec les autres maisons de production à travers le monde entier, c'est qu'ils ont beaucoup de leurs compatriotes qui mettent de l'argent dedans pour pouvoir le faire. Et il ne faut pas penser que ça ne rapporte pas. Hein. Ça rapporte de l'argent réellement. Le seul truc, c'est qu'il faut pouvoir bien organiser sa production jusqu'à l'exploitation de son produit. Une fois que c'est bien organisé, c'est bien suivi, c'est bien structuré, c'est rien à faire, ça produit ce que ça doit produire. Très bien, ok. Quel est donc aujourd'hui le niveau du cinéma ivoirien? Où se trouve le cinéma? Enfin, moi, je prends un exemple. Moi, j'ai beaucoup de références. Hein. Vous comprendrez que j'ai quand même regardé à peu près tout. Il y a eu une époque où les gens regardaient beaucoup Ma Famille. C'est une émission qui a tourné énormément en Afrique. Ça a marqué les Africains. Et je faisais partie des premiers monteurs de Ma Famille. Ah, ben voilà. Donc, très bien, peut-être que tu vas nous donner quelques bons arguments là-dessus. Et à cette époque, justement, ça nous permettait de découvrir finalement le cinéma ivoirien. Alors peut-être qu'il y a d'autres séries que je n'ai pas pu regarder, mais en tout cas, Ma Famille, alors je pense qu'on connaissait déjà Gou Michel avant Ma Famille. Enfin, je dis ça, je ne sais plus très exactement parce qu'il y avait déjà beaucoup de films. Moi, par exemple, pour ceux qui sont d'Afrique centrale, il y avait avant, c'était des Burkinabés qui faisaient Siriki et Souké. Ça a vraiment énormément marché aussi. Et ensuite, il y a eu Ma Famille qui est venue, qui a bien tourné. Aujourd'hui,
où se trouve le cinéma ivoirien. Enfin, alors moi, je suis plus trop accroché à la télévision, donc peut-être que je ne regarde pas tous les programmes, peut-être qu'il y a de bonnes séries, mais j'ai pas l'impression, puisque autour de moi, quand on parle, j'entends Maîtresse d'un homme marié. Le Sénégal est revenu en force. Le Sénégal est en force. Windex, c'est angolais, mais j'entends plus trop parler. Angolais, sud-africain. On a beaucoup de séries qui ont. Voilà. Bon, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a eu la période de ma famille, on va dire, et tout. Mais il y a eu, après ma famille, beaucoup de séries qui sont sorties, peut-être qui n'ont pas eu beaucoup d'écho au niveau à l'international, mais sur le plan local, qui ont fait leur chemin et tout. C'est vrai qu'au niveau, on va dire, production, séries, télé et tout, il y a eu un boom au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de production à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a des structures privées de diffusion qui ont aidé certains réalisateurs ivoiriens à pouvoir réaliser leurs rêves, on va dire, à produire des séries. Mais souvent, ces séries-là ont été automatiquement, on va dire, récupérées par ces entreprises-là pour faire de cela leur produit au niveau de leur chaîne de diffusion. D'accord. Mais il y a de la matière, ce qui fait défaut, et c'est ce que je dis souvent, ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs, il n'y a pas beaucoup de financiers, il n'y a pas beaucoup de banques qui suivent la production cinématographique en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, c'est une industrie, honnêtement, si elle est suivie, si elle est financée, qui va, on va dire, qui va produire beaucoup de métiers et qui va absorber beaucoup de jeunes à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a de quoi jouer au niveau de la production audiovisuelle ici en Côte d'Ivoire. Et en plus, je tiens à rajouter une chose, alors je pense que tout le monde l'a déjà remarqué, souvent quand j'arrive à voir des Ivoiriens sur les réseaux sociaux, il y a un grand sens de l'humour qui fait qu'on rigole beaucoup quand on est face à un Ivoirien qui veut jouer une scène ou quelque chose. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, mais pour moi, ce pays, ça devait être le Hollywood, j'ai envie de dire, de l'Afrique. Quand on voit le niveau, qui sont bons, comment ils sont bons dans le cinéma, et quand on voyait comment ma famille, ça donnait beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui, beaucoup sont bien dans leur vie grâce à ça. Mais j'ai juste trouvé que institutionnellement, ça a été dommage que finalement il n'y ait pas eu vraiment des structures qui permettent d'émerger et qu'il y ait vraiment finalement une jeunesse qui arrive à s'en sortir aussi par le milieu du cinéma. Mais c'est vrai que je disais une chose, c'est que il faut que les Africains se sentent concernés par ce qu'ils font, avant tout. Je prends le cas de la diaspora dont tu parles. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque à votre niveau, mais agissez. Agissez dans cette comment action. Agir? Parce que les gens attendent. Et par rapport à cela, pour agir, c'est simple. Je veux dire qu'il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de contacts. Et avec Internet, on peut facilement prendre contact avec qui on veut sur le territoire africain. Ouais. C'est facile de le faire. On voit sur les Facebook, on voit TikTok, on voit tout ça, etc. C'est facile de le faire. Maintenant, les gens craignent souvent de se faire doubler, on va dire, par rapport au fait que je vais mettre mon argent et puis la personne ça va pas produire quelque chose et tout ça, etc. Ouais. Mais c'est très simple. Et on peut prendre il y a des régies. Ouais. Qui sont le tampon entre le producteur, le réalisateur et puis le financier. Donc, on peut tout ça se met en place. Donc, on peut être l'architecte de la bonne marche de son financement. D'accord. Ok. Après, est-ce qu'aujourd'hui la diaspora a les moyens pour ça? La diaspora aujourd'hui a le pouvoir d'achat pour acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un film américain sort, quand c'est Avenger qui sort,
les gens vont au cinéma ou aujourd'hui payent Netflix d'ailleurs, ce qui est dommage parce que Netflix commence à tourner maintenant des films africains, parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de faire des choses, ce qui est très grave. Ou d'ailleurs, quand on nous fait des films comme The Woman King, pardon, hein, mais voilà, on nous met quand même quelques références qui n'ont rien à voir avec l'histoire africaine. Non. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de responsabilité des Africains eux-mêmes pour qu'on nous tourne des films comme ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, des pays justement comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, qui sont quand même assez avancés dans le monde de l'audiovisuel, allaient pouvoir créer des choses. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, par exemple, tu as des projets dans ce sens, que tu juges que ces projets sont intéressants et il manque seulement des financements? Bon, c'est vrai qu'il y a une plateforme au niveau des producteurs audiovisuels et des réalisateurs qui a été créée. Je prends le cas par exemple d'un des responsables de cette plateforme qui est Alex Kwasi, qui était le réalisateur de Ma Famille, le premier réalisateur qui a lancé Ma Famille, qui a fait, on va dire, la structure qu'on connaît de Ma Famille et tout ça, etc. Et qui a aussi réalisé Les Aventures de Sergent Digbe, qui a eu un succès auprès de la diaspora, je tiens à le souligner à ce niveau, et qui a même fait connaître beaucoup Michel Blas, qui est Digbe Cravate et Fortuné. On a essayé de mettre une plateforme qui permettrait d'avoir ne serait-ce que la possibilité de proposer des projets à ceux qui veulent bien aider les producteurs africains à réaliser des projets intéressants. Et donc cette plateforme-là existe, vous aurez l'occasion de la connaître et tout ça. Et donc il y a des circuits comme ça qui existent pour pouvoir permettre à la diaspora qui veut s'intéresser à produire, à regarder des projets qui sont là, et à financer et puis avoir au moins on va dire une fédération de producteurs qui existe, qui peut être le garant au moins du succès de production de ce projet-là. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si une personne a envie de financer un projet de cinéma, donc la personne, enfin on verra la plateforme, la personne ira donc sur la plateforme et va voir les différents projets, va se dire ah bah tiens ça m'a l'air plutôt très intéressant. Bon, j'aimerais bien mettre 10 000 € par exemple, pour celui qui a les moyens de mettre 10 000 €, 50 000 €, tout dépendra ensuite finalement de la taille du projet. Et une fois que l'ensemble des financements sont regroupés, le film est tourné, si je peux dire de cette manière-là. Et produit. Ça veut dire, les amis, vous avez compris qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, l'Afrique est une responsabilité de tout Africain. Hein. Je ne dis pas de tout Noir. Être Africain, il faut l'être, il ne faut pas avoir des origines. Donc quand je dis tout Africain, je parle de ceux qui veulent être Africains ou ceux qui se sentent Africains, pas ceux qui ont des origines. Ça ne veut rien dire ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez financer des projets, il y a cette possibilité. Vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous connaissez le niveau de cinéma en Côte d'Ivoire. Vous avez cette possibilité-là de soutenir des gens qui sont là, qui connaissent le métier, mais qui n'ont pas toujours les moyens. Et vous savez qu'en Afrique, ça c'est notre grand problème. On a des gens qui connaissent, on n'a pas toujours des moyens. Après, on attend que Netflix vienne nous mettre une série où on va vous rajouter 3-4 personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Mais vous, après, vous pensez que c'est bien, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris par rapport à ça. Moi, je vais poser maintenant une question sur la jeunesse ivoirienne par rapport au cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune Ivoirien qui est dans le monde du cinéma, est-ce qu'il s'en sort plutôt facilement? Parce qu'il y a quand même un besoin, même si le besoin peut-être que ne touche pas énormément la diaspora, mais est-ce que déjà il y a un besoin sur le territoire de recruter, alors dans tous les domaines possibles, que ce soit ceux qui sont dans la partie technique, je pense que c'est la partie où c'est peut-être plus simple, parce que du coup la partie d'être acteur, j'imagine que c'est très compliqué, c'est des histoires de casting. Est-ce que déjà il y a quand même un besoin de ça? Bon, il faut comprendre une chose, c'est que on a actuellement beaucoup d'écoles de production audiovisuelle qui arrivent à créer, à produire, on va dire, un certain nombre de main-d'œuvre au niveau de la production audiovisuelle. Le seul souci, c'est qu'il faut pouvoir donner de l'expérience à ces jeunes-là, parce que c'est vrai que l'école, ce n'est pas l'expérience en question.
et les regrouper dans des projets où ces jeunes-là peuvent éventuellement avoir l'expérience et puis maîtriser un peu ou beaucoup plus le savoir-faire nécessaire pour pouvoir faire de bonnes choses et tout. C'est vrai que ça existe, c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans ce domaine-là et tout. Le seul, on va dire, bémol, c'est qu'il faut que la jeunesse elle-même soit consciente que c'est la qualité et c'est la connaissance qui prime. Ouais. Et ensuite, ça va entraîner, on va dire, la rémunération qu'il faut pour ça. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que c'est le blé d'abord. En matière de l'audiovisuel, c'est l'expérience et la connaissance qui font ce qu'on fait, que ce soit quelque chose de qualité. Et une fois que c'est quelque chose de qualité, automatiquement, vous aurez beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là. Mais si vous faites je sais pas, du n'importe quoi et tout, etc., il ne faut pas s'étonner que, voilà. Du coup, en parlant de qualité, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui avoir un film digne de cela, c'est-à-dire que digne d'un film américain, d'un point de vue technique, est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si les moyens sont mis en place, parce que d'un point de vue technique, il y a deux choses. Il y a d'abord toutes les machines, parce que les Américains sont très doués dans ça, donc je ne sais pas aujourd'hui en termes d'équipement comment est-ce que ça se passe. Et après, il y a toutes les compétences pour faire parce que machine est égale à compétence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si dans un pays on n'a pas une certaine machine, ce sera très compliqué de trouver une personne qui a les compétences nécessaires pour utiliser la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le strict minimum, je vais dire le strict vraiment, pour produire un film où on dit ce film est pro. Et quand je dis pro, mais vraiment, quand on prend un film américain, je vais prendre un exemple pour que les gens comprennent assez rapidement. Bon, vous avez souvent remarqué les films indiens, ils abusent même du trucage et il y a des choses qui n'ont aucun sens. Mais ça, simplement, moi, ce que je regarde dans ce film qui me bluffe, c'est leur capacité, parce que les Indiens sont très bons avec Internet et les ordinateurs, ça, tout le monde le sait. Leur capacité à pouvoir faire toutes ces choses, on a l'impression que c'est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a une capacité de faire quasiment la même chose ? En Côte d'Ivoire en tout cas, pour ne pas généraliser. Je vais dire qu'il ne faut pas sous-estimer les Africains à ce niveau-là. Ils sont très inventifs, très créatifs au niveau de cela. Et il suffit même de voir sur les réseaux sociaux, il y a certains même qui sont capables de reproduire des scènes de combat, de karaté avec tous les trucages qu'il faut, malgré le fait qu'ils n'ont pas le matériel pour ça, pour pouvoir le faire. Mais ils arrivent à le faire. C'est pour dire que tout simplement, au niveau de la création de la compétence à pouvoir créer des scènes professionnelles et tout ça, etc., ils l'ont. Au niveau du matériel également, il y a eu la possibilité avec, on va dire, la miniaturisation. Voilà, exactement. Du matériel, on arrive à avoir du bon matériel à bon prix et à pouvoir faire beaucoup de choses avec. C'est pas comme dans le passé, le cinéma traditionnel, il faut avoir des appareils et de la machinerie qui vous coûtent carrément le prix de 2 immeubles, on va dire, à l'époque et tout. Maintenant, il y a la possibilité de prendre du matériel et puis pouvoir créer. La limite qui s'installe, c'est au niveau de la création. Voilà. Sinon, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'on veut ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Très bien. Si moi, je suis une personne de la diaspora, je connais un petit peu le monde de l'audiovisuel, je connais un peu le monde du cinéma, et je me dis, j'aimerais bien pouvoir distribuer, je ne sais pas c'est quoi le terme, diffuser, voilà. Diffuser. Ou distribuer. Voilà. Du contenu africain, ou en tout cas du contenu ivoirien, pour des films par exemple qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant, qui sont en train d'être travaillés. Comment est-ce que je fais ? Je me dis, moi j'ai les équipements nécessaires et j'ai une stratégie pour gagner de l'argent. Parce que bon, beaucoup de séries ou de films aujourd'hui, les gens ils mettent sur YouTube. Bon, YouTube c'est pas vraiment un moyen de rémunération, on va se le dire très clairement. Les autres sont sur Netflix aujourd'hui, sont sur d'autres trucs bruts ou je ne sais pas quoi. Et si quelqu'un aujourd'hui se dit, moi j'ai les moyens ou j'ai les techniques nécessaires pour faire ça, mais il me faut du contenu parce que je ne peux pas tout faire. Aujourd'hui, une personne
comme ça, comment elle fait pour entrer en contact avec vous, pour dire quel est le type de contenu que vous avez, signons un contrat, faisons les choses. Comment est-ce que ça peut se passer? Déjà, vous prenez contact avec les fédérations de producteurs audiovisuels qui existent sur place. Ok. Et là, c'est facile d'avoir les contacts et tout ça. Donc, à la fin de votre émission, peut-être vous pouvez diffuser certains contacts à ce niveau. Et puis, avec ces maisons de production qui sont fédérées en question, vous pouvez facilement signer des contrats de diffusion de leur production sur votre plateforme de diffusion en question. Tout est question de pouvoir avoir des contrats à bonne et due forme qui respectent les règles au niveau des droits, des ayants droit et tout ça. Et il n'y a aucun problème à ce niveau. Il y a des maisons de la place qui le font, des maisons de grandes sociétés qui ont déjà commencé également. Je prends le cas je ne citerai pas trop de noms pour faire de la publicité, mais il y a certaines maisons de communication cellulaires et tout ça, etc., qui ont créé des plateformes de diffusion télé. Et tout, qui le font, qui signent des contrats, mais c'est souvent des contrats individuels entre producteurs qui a créé du contenu et puis ils arrivent à diffuser les plateformes. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas réellement une plateforme dédiée à l'Afrique qui permettrait de proposer beaucoup de contenu africain et tout ça, etc. Et je pense que c'est bien dommage. Les amis, vous entendez, donc pour ceux qui sont bons dedans, les projets sont là. Il n'y a pas de plateforme, il y a le contenu. Aujourd'hui, celui qui a la capacité de mettre en place cette chose-là, je peux vous assurer que vous aurez de l'argent. Vous signez des contrats avec tout le monde, tout passe par vous, vous créez votre truc comme un Netflix où les Africains vont dire quand je veux regarder des films africains, je sais sur quelle plateforme aller. Et ça, c'est quelque chose, ça va cartonner à tous les coups. Alors bien sûr, faut pas juste avoir envie de faire des choses si vous n'avez pas les capacités. Je parle à ceux-là qui ont ces capacités. Et donc, ma dernière question par rapport à tout ça, c'est est-ce qu'il y a une certaine assurance pour l'avenir? C'est une question qui va être un peu technique, c'est-à-dire, enfin technique, pas vraiment, mais je vais dire plutôt un peu philosophique. Est-ce qu'il y a une assurance pour l'avenir, pour les générations futures, par rapport au type de contenu qu'on donne aujourd'hui et aux projets qui peut-être vont émerger demain? Qu'est-ce que toi, tu peux avoir comme avis en disant, je prends un exemple aujourd'hui, on a Facebook, on a YouTube, on a TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, tout ce que vous voulez. De toutes les chaînes que j'ai, enfin de tout ce que j'ai cité, encore j'enlèverai Facebook parce qu'on peut trouver du contenu super intéressant, mais bon, sur le reste, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose de très intéressant. Enfin, il n'y a pas grand chose, je vais plutôt dire de très instructif, voilà, pour ne pas faire d'amalgame là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un avenir sur la culture africaine, sur l'éducation à l'africaine pour nos enfants de demain? Quel est ton avis? Mais vraiment un avis sincère. Oui. Est-ce que finalement, ça va être de perdition en perdition ou aujourd'hui, on peut avoir quelque chose qui peut nous sauver? J'appelle sauver parce qu'on est déjà mort pour moi. Bon, on va dire oui. Oui, je suis optimiste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que il y a deux volets. Il y a le volet, on va dire, production audiovisuelle traditionnelle, classique et tout ça, etc. Et puis maintenant, il y a la nouvelle, on va dire, l'utilisation des NTIC pour que les gens puissent se filmer et mettre tout ce qu'ils veulent à travers Internet et YouTube et tout ça, etc. Ouais. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ont été créées pour parler de la culture africaine et tout. Il faut connaître les bonnes chaînes de cela, ça existe. Il y a des chercheurs qui sont très sérieux à ce niveau-là et qui ont leur chaîne. Je parle de A Contrario avec Dimon Barinbok, je parle on va dire, Como Sapiens avec le professeur Akiri Silla qui donne des conférences souvent et tout ça. Tout ça c'est filmé avec un certain nombre de vidéos et tout qui sont diffusées sur ces plateformes-là où on peut apprendre sa culture, on peut être sûr d'apprendre sa culture. Et donc ces différentes chaînes, on va dire YouTube, Internet, commencent à se développer beaucoup et tout. Mais c'est vrai que sur ces chaînes-là, il y a beaucoup de, on va dire, il y a beaucoup d'amalgame. Donc il faut pouvoir
déceler celles qui sont véritablement sérieuses, qui font des recherches sérieuses pour pouvoir aller sur ces plateformes-là, sur ces chaînes-là. Et donc, ce volet Internet de l'audiovisuel au niveau de la culture commence à se développer sérieusement. Et puis, il y a certains Africains qui font des chaînes comme toi, par exemple, qui essaient d'éclairer un peu pour que certains de nos frères africains arrivent à bien naviguer pour trouver le savoir nécessaire pour pouvoir s'épanouir dans leur culture également. Très bien. Moi, comme je le dis toujours, la responsabilité n'est pas à ceux-là qui font n'importe quoi. La responsabilité est à ceux-là qui savent faire de grandes choses qu'ils ne font pas. Parce qu'on ne demandera jamais à un chien d'être un lion. Il fera ce qui est de sa nature. Vous qui connaissez des choses, vous qui savez des choses, vous qui pouvez partager du contenu hyper intéressant, vous qui avez des capacités de produire des films, c'est à vous de faire les choses comme il le faut et pas aux autres qui ne sont pas capables finalement de faire grand chose. Donc vous savez ce que ça veut dire les amis. Maintenant, quel est donc ton dernier conseil que tu peux donner à la jeunesse? Qu'est-ce que tu peux dire comme dernier argument aux personnes qui te suivent? Bon, c'est très simple. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre certaines choses. Et ce temps-là, j'ai essayé de le réduire au maximum au niveau de mes enfants. Et ces choses à connaître, c'est d'où on vient, qui nous sommes et quel est l'essentiel à faire dans le monde où on se situe. De savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nos ancêtres ont eu à créer, et il faut savoir une chose essentielle. Le calendrier africain est de 6260, je crois. 62 maintenant, je crois. Et donc, par conséquent, si c'est 6260, ou 62, je crois, oui. Il faut comprendre qu'il reflète le niveau scientifique des Africains. C'est-à-dire plus de 6200 et quelques années de connaissances scientifiques, en réalité. Puisez dans vos ancêtres parce qu'ils ont eu à tout faire et à tout connaître réellement. Oui. Et vous aurez la matière nécessaire pour avancer, comme il faut. Parce que tout simplement, on ne peut pas créer encore, parce que tout a été créé en fait. Ouais. Seulement, il faut choisir le bon créneau pour le mettre au goût du jour et puis s'en sortir avec. Puiser dans vos ancêtres. C'est tout simple. Ok. Les amis, vous aurez compris qu'il faut puiser dans les ancêtres. Les Africains, pour ceux qui ont grandi en Afrique, on nous a toujours raconté des contes, des histoires. Ça, c'est un processus que tout le monde passait. Pour ceux qui savent ce qu'est le mbongi, quand il y avait un problème dans la société, on s'asseyait au mbongi, on discutait. Tous les soirs, généralement, on racontait des histoires aux enfants. Donc, quand on vous parle de l'art et de la culture africaine, nous étions les premiers déjà à le faire et nous le faisions bien. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est de retranscrire tout ce qui était déjà fait avant par le biais de la télévision, par le biais des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, il faut utiliser les méthodes d'aujourd'hui et pas aller copier ce que font les autres, parce qu'en faisant ça, vous détruisez votre propre personnalité et l'originalité de l'Afrique en elle-même. En tout cas, encore une fois de plus, merci pour cette interview, merci pour toutes ces informations techniques. Pour tous ceux qui veulent avoir des contacts, nous allons mettre toutes les informations en description, tous les liens nécessaires en description. Ça vous permettra, pour ceux qui veulent soit financer un projet, soit regarder les types de contenus, peu importe ce que vous voulez, les informations, nous allons tous mettre en description. Ça vous permettra vous aussi à commencer à développer des idées, à vous rendre compte de l'importance que vous pouvez avoir sur des générations. Imaginez si vous financez un projet qui peut éduquer un enfant, quel est l'impact que vous aurez sur la vie de cet enfant. Ça peut paraître minime, mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui construit la vie d'un enfant. En tout cas, encore une fois de plus, merci encore de nous avoir regardés. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ça, de ce type de contenu, et peut-être qu'on en fera plus sur des sujets encore plus précis et plus profonds. En tout cas, pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore pour cette interview. Merci et les amis, pour ce que tu fais. On se retrouve à très bientôt. Ciao.